Intéressons-nous maintenant aux composants images de l'interface utilisateur. Alors je suis ici dans ma scène et évidemment j'ai importé trois images qui vont nous permettre de bien comprendre tout l'intérêt de ce composant. Alors bien évidemment on va faire les choses dans l'ordre, on va commencer par ajouter un UI canvas et à l'intérieur de ce canvas on va ajouter un UI image. Alors je vais passer en 2D pour bien comprendre ici que je suis sur le canvas et vous pouvez voir que j'ai tout simplement ici quelque chose de blanc. Alors c'est logique parce que si je sélectionne ici mon image, vous pouvez voir qu'en source image elle attend un sprite et si je clique ici, j'ai pas renseigné de sprite mais j'ai déjà des sprites dans mon projet donc je pourrais tout simplement ici prendre n'importe quel sprite. Vous pouvez voir que s'il y a de la transparence, elle est bien respectée. Alors imaginons ici que j'ai une image de type traditionnel, image qui n'a pas de transparence. Ici vous pouvez voir que j'ai une image JPEG qui correspond tout simplement ici à une vignette d'introduction. Imaginons que je veux la glisser à l'intérieur. Étant donné qu'ici ça attend un sprite, vous pouvez observer que si je repars à la source de mon projet, je le glisse dedans, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs si je prends le petit point ici, vous allez voir qu'elle n'apparaît pas. Tout simplement parce que cette image ici est une image JPEG et quand on la sélectionne, on peut observer que dans l'inspecteur, on a les paramètres d'import setting. Alors ça c'est valable pour tous les médias, que ce soit des audios, des images, des vidéos, vous aurez des paramètres de médias, vous en avez beaucoup, on a pu les voir aussi pour les modèles 3D et je vais vous montrer les plus importants parce qu'il y en a des tonnes. Alors le problème c'est qu'ici j'ai une texture type qui est par défaut. Donc si vous avez ce problème là, il va falloir tout simplement modifier ça. Et là comme on va travailler en sprite, on peut voir on a sprite 2D and UI. Et là on va faire un apply tout simplement. Et à partir de ce moment là, je vais pouvoir glisser mon image parce qu'elle est ici rendue en sprite. Vous pouvez voir que j'ai ici à l'écran tout simplement mon image qui est dans mon carré, qui est totalement déformée. Alors ce qui est intéressant, sans trop rentrer dans le détail, c'est que vous pouvez évidemment modifier, manipuler cette image, que ce soit au niveau ici de sa position ou encore en utilisant l'outil de Rect tout simplement. Vous pouvez voir qu'ici c'est un outil Rect Tools. Donc au départ, vous ne saviez pas trop la différence, mais vous pouvez voir que le Rect Tools va en fait être beaucoup plus intéressant quand on utilise des objets qui ont des Rect Transform et non pas ici une Transform. Rien ne m'empêche par contre de jouer avec le Scale comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, ces propriétés sont accessibles ici. Vous pouvez voir que j'ai la rotation ici aussi. Si je veux faire une rotation de mon image, il n'y a pas de souci. Sur X, sur Y, voilà. Et même sur Z, si je le désire, je peux le faire aussi. Et je peux jouer ici avec tous les scales. Donc je vais faire des CTRL-Z pour revenir à la taille d'origine. Ceci étant dit, on s'intéressera au Rect Transform dans la prochaine vidéo. Vous allez voir qu'il est très important. Donc je vais le cacher pour le moment. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de vous parler des composants ici, du composant image de l'objet. Vous pouvez voir que j'ai une source image, donc maintenant qui est celle-ci, et je peux évidemment l'agrandir, on a pu le voir. Donc je pourrais la faire par exemple couvrir l'intégralité de mon écran, si je voudrais en faire une image de fond. Ça pourrait être une possibilité. Je peux aussi intervenir sur la couleur de l'image. Donc vous pouvez voir que si je suis couleur blanche, mais je peux partir dans des tons plutôt rouges, dans des tons verts, dans des tons jaunes, voilà, etc. Toutes les couleurs ici que je désire, je les ai toutes, donc je peux le faire. Et si je repars au blanc, je repars sur la couleur d'origine. Encore une fois, le blanc est la couleur ici de transparence. Vous pouvez observer d'ailleurs que si je mets du rouge, vous voyez que ça n'agit que très peu sur les zones foncées. Bon, c'est tout à fait normal. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter un matériau. Alors ce matériau, vous allez créer un matériau tout à fait classique. Ici, je vais l'appeler matériau image ou photo, peu importe. Et je vais lui mettre une couleur plutôt jaune, voilà. Je vais jouer ici un peu avec le métallique, avec l'alpha, voilà, je vais rien mettre d'autre de plus. Mais dans mon image, maintenant, je peux glisser ici mon matériel. Vous pouvez voir qu'il a un impact sur mon image, voilà. Donc c'est assez intéressant de bien le comprendre. Ceci dit, c'est utilisé assez peu, donc je vais le supprimer. C'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Alors au niveau des autres propriétés du composant image, vous en avez quelques-unes. Recast target, recast padding, donc une marge au niveau du recast. Bon, ça, encore une fois, on va pas trop s'y intéresser dans un premier temps, c'est des choses assez techniques. Par contre, ce qui est très important, c'est l'image type. Et l'image type, je vais utiliser une autre image. Donc je vais rajouter ici une image. Et je vais utiliser ici ma wooden box. Alors cette wooden box, par défaut, c'est pareil. Si je veux l'utiliser, je dois la passer en sprite. Alors il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est le pixel par unit. En fait, quand vous travaillez avec des éléments 2D, que ce soit dans des jeux 2D, on verra ça par la suite, ou même au niveau de l'user interface, vous allez pouvoir ici régler le pixel par unit. Alors je vous explique pourquoi. Si ici je ne modifie rien et que je vais dans mon image 2 ici, que je vais renommer image box, je glisse ici tout simplement ce sprite. Vous pouvez voir ici que si je fais un set native,
on va voir qu'elle est très grande. En fait, cette native permet d'avoir l'image par défaut, l'image. Or, si je la sélectionne, on peut voir que dans le bas, ici, ça me dit que c'est qu'une 512 par 512. Or, c'est très grand. C'est tout simplement dû ici au pixel par unit parce que je prends 100 unités pour une pixel. Or, il vaut mieux l'adapter à ici 512 qui est la résolution de mon image. Donc, si je le fais, alors on peut observer que maintenant, évidemment, mon image est très grande. Donc, je vais la réduire. Je vais d'ailleurs ici en refaire une, ce sera un peu plus pratique pour vous montrer. Donc image box, voilà. Et si je glisse maintenant mon image box ici à l'intérieur, mon wooden box, et que je fais un set native, vous pouvez voir qu'elle reste à la même taille en fait. Elle ne grandit plus. C'est dû au pixel par unit. Donc ça c'était important de le comprendre. C'est pas obligatoire, mais ça va être utile à l'avenir. Alors pourquoi j'utilise cette image? Parce que cette image va être très intéressante pour vous montrer, bien vous faire comprendre comment tout ça va fonctionner au niveau de l'interface utilisateur. Alors, j'ai ici le mode Simple. Donc si je prends mon outil Direct pour la redimensionner, vous pouvez voir que tout simplement ça la déforme. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus, on sait ce que c'est, on l'a déjà vu, donc on laisse ça comme ça. Ensuite vous avez, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez Preserve Aspect, ce qui est assez intéressant parce que regardez, ça me permet en fait de ne pas déformer mon image. Ça peut être assez intéressant aussi. Voilà. Donc je vais décocher ici le Preserve Aspect, voilà, et c'est parfait. Alors, le mode Simple, on a vu ce que c'est. Ensuite, j'ai le mode Sliced. Alors, Sliced, ça veut dire couper tout simplement. Mais là, vous pouvez voir que j'ai un petit avertissement. This image doesn't have border. En fait, il n'y a pas de bordure à mon image. Et si je modifie, ça ne change rien. Tout simplement parce que quand vous utilisez ce type de mode, ce type d'image, il faudra aller au niveau de la Wooden Box, au niveau de ses paramètres d'import, et changer le Mesh Type en Full Rect. Et si je fais un Apply maintenant, tout ce que vous pouvez voir, c'est qu'au niveau de mon image box, d'ailleurs, ça me dit toujours qu'il n'y a pas de bordure, il n'y a rien de changé. Donc, c'est pas tellement ça qu'il fallait faire. Si, tout à fait. C'est juste que quand vous changez le Full Rect, en fait, ça va vous permettre d'indiquer à Unity où sont les bordures de l'écran. Et vous allez comprendre pourquoi ensuite grâce au mode qui suit. Alors, pour faire ça, je vais devoir utiliser le Sprite Editor. Alors, s'il n'est pas installé, parce que c'est un projet 3D, vous allez avoir un petit message vous expliquant qu'il faut l'ajouter par le biais ici du Package Manager. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le remontre. Et vous allez au niveau de Registry, Unity Registry, et vous avez ici le 2D Sprite d'importeur. Voilà. Moi, il est déjà installé, je l'ai déjà fait. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. Maintenant, je ne vous le dirai plus. De toute façon, il y a un message qui vous le dit. Donc, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est aller au niveau ici, en ayant bien mis Full Rect ici, aller au niveau du Sprite Editor. Et au niveau de ce Sprite Editor, je vais ici, vous pouvez voir que j'ai des points verts tout autour. Et ça va me permettre de les glisser pour simplement indiquer où sont les bordures de l'image. Alors, vous devez dire les bordures ici, c'est pour ça que j'ai pris ça. J'aurais pu prendre par exemple un tableau, mais j'ai pris une caisse en bois parce que je l'utilise souvent pour cet exemple, parce que ça va me permettre de définir ici, comme vous pouvez voir, en ajustant bien les choses, la bordure ici de ma caisse et l'intérieur. Et donc ici, attention, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bordures, 8 parties. Parce que maintenant, vous allez voir que selon les modes qu'on va utiliser, ces parties ici vont... Enfin, vous allez voir, je pense que le plus simple, c'est de vous expliquer. Mais comprenez bien ici que j'ai bien défini mes bordures. Je vais faire un Apply et je retourne maintenant dans Unity. Je retourne dans mon image box, je fais ici Save. Et vous pouvez voir que je suis bien en Sliced. Maintenant, si j'utilise ça, regardez ce qui se passe. Alors ici, vous pouvez voir que en fait mes bords, maintenant, gardent comment dire, c'est l'intérieur qui va être dézoomé à partir d'un certain moment, et mes bords restent de la même taille, comme vous pouvez l'observer. Donc je peux ici, comme ça, jouer en fait. On va dire que les bordures restent à peu près à la même taille, comme vous pouvez l'observer, si elles sont petites. Quand j'agrandis, les bordures restent à la même taille, mais l'intérieur de mon image, elle, est bien stretchée. Donc vous pouvez voir que si j'agrandis considérablement, j'ai une grande caisse, vous voyez, qui est beaucoup plus acceptable que si je n'avais pas cette image ici qui était en mode sliced. Donc c'est coupé en fait tout simplement. Donc c'est le premier mode. Vous avez Fill Center qui vous permet tout simplement de ne pas rendre le centre ou le rendre comme vous le désirez, comme vous pouvez l'observer. Alors vous avez aussi le pixel par unit multiplier. Si je mets 2, vous pouvez voir que ça agrandit les choses. Je vais mettre 5, vous voyez que ça agrandit encore, ça vient mordre dessus, donc c'est pas trop l'intérêt. Bon, ça c'était le premier mode, le sliced, vous pouvez voir que c'est assez intéressant. Ensuite vous avez le tiled. Alors le tiled c'est quoi? C'est tout simplement, regardez, si je mets ici avec mes bordures, j'ai une caisse. Si j'agrandis,
j'ai 2 caisses. En fait, c'est toujours répété comme vous pouvez l'observer. À chaque fois, ça va être répété. Ce qui fait qu'ici, si je me mets comme ça, j'ai tout simplement ici 6 caisses qui viennent s'empiler. Vous voyez, alors il faut bien régler les choses, hein. Mais j'ai ici 6 caisses qui viennent s'empiler les unes au-dessus des autres tout simplement. En fait, l'intérieur est répété, mais mes bordures restent bien encore normales, on va dire, ne sont pas zoomées, sont juste agrandies, un petit peu stretchées sur la longueur. Bon, évidemment, ici, vous pouvez voir que le sprite s'y prête pas des masses, mais en tout cas, vous aurez compris l'idée générale. Donc, de nouveau ici, le fill center, et vous avez de nouveau le multiplier. Si je mets 2, j'aurai 2 fois plus de caisses à l'intérieur, et ça me permet ici, vous voyez, de régler ça pour indiquer, voilà, je veux autant de caisses. Et ici, j'ai des caisses empilées, par exemple. Voilà, c'est intéressant. Alors, le dernier mode, qui à mon sens est vraiment le plus intéressant, c'est le mode filled, qui lui n'a pas forcément besoin d'avoir défini ici de rect. Là, il est fait, tant pis, je le laisse comme ça, mais c'est ce mode. Alors, pourquoi ce mode va être intéressant? On peut voir qu'au niveau du dimensionnement, ça ne change strictement rien. Par contre, si ici, je regarde au niveau de ses propriétés, j'ai un film méthode. J'en ai plusieurs. J'ai du radial 360, 180, 90, du vertical et du horizontal. À chaque fois, en fonction de la méthode, je vais avoir une origine différente. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bottom, right, top, left. Si je prends par exemple le 90, alors j'ai les deux aussi, mais si je prends horizontal et left, vous voyez que j'ai left et right. Si je prends vertical, j'ai bottom et top. Donc ça, c'est assez intéressant pour voir que c'est un menu qui va modifier en fonction de ce que vous allez choisir comme méthode. L'origine, on vient de le voir, et vous avez surtout le filament. Alors, c'est quoi ce filament? En fait, ça va de 1 à 0. Et regardez ce qui se passe. J'ai tout simplement ici un radial 360 parce que c'est ma méthode. Et donc, je peux ici choisir aussi le clockwise ou non. Donc, c'est le sens horaire ou anti-horaire. Regardez. Si je le laisse cocher, c'est dans l'autre sens. Je peux évidemment faire ça avec tous les modes. J'ai le 180. J'ai le 90. Et évidemment, à chaque fois, je peux choisir le top left, par exemple. Voilà, je peux partir du haut en gauche ou du bottom right. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez aussi la possibilité de préserver l'aspect. Vous voyez que ça fonctionne aussi. Alors, ce qui va être intéressant pour moi, c'est vraiment cette propriété, et notamment quand vous allez l'utiliser en horizontal ou en vertical. Pourquoi ? Parce que, regardez, si je passe ça en horizontal, imaginons ici que j'ai quelque chose qui est plein. Voilà, je vais même le mettre plus petit. Alors, on oublie le motif à l'intérieur. Imaginons que c'est un motif totalement blanc. Voilà. Regardez si je joue avec le filament. À quoi ça vous fait penser? Une barre de progression, une barre de vie, une barre de n'importe quoi. Et donc, on va pouvoir l'utiliser comme ça. Parce que comme tout composant, on va pouvoir tout simplement utiliser ici les propriétés qu'on a dans l'inspecteur. Et ça, c'est vachement intéressant. Alors justement, pour vous montrer les propriétés, ici, je vais utiliser un deuxième sprite. Donc, je vais ici prendre ce sprite et je vais le passer ici en sprite UI aussi. Je ne vais pas modifier ici quoi que ce soit d'autre, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin ici du full rect parce que d'ailleurs, mon image box, par exemple, je vais la mettre en mode simple tout simplement. Et je vais vous montrer comment on peut tout simplement accéder à ce composant image en passant ici, en changeant la source image qui va être ma Wound-on-Box 2. Donc pour ça, on va créer un nouveau script C# qu'on va appeler ici image change. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attribuer directement ici à l'image. Vous avez vu comment ça fonctionnait, donc on ne va pas s'embêter, on va juste récupérer ici le composant image qui est juste au-dessus. Donc on va l'éditer ensemble, et alors je recharge. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin, vous avez pu voir que l'image attend un sprite. Donc, on va utiliser une variable de type sprite, qu'on va appeler sp. Alors, comme je dois charger cette image, je vais tout simplement soit la passer en public ici, soit la passer dans un serialize field. Mais là, je vais la passer dans un champ public. Alors, qu'est-ce que je vais faire au start? Je vais tout simplement dire que l'image doit, en fait, ici, être chargée dans mon composant image. Alors, comment je fais pour ça? Mon script, il est au même endroit que l'image. Donc, je vais faire un get component de quoi? De l'image. Sauf que là, on peut voir que je n'ai pas de type image. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit précédemment, on va devoir importer un namespace qui est Unity Engine et pour l'user interface, c'est UI. Alors, vous avez vu que de temps en temps, il y a du texte Mesh Pro. En fait, c'est assez simple. Quand vous devez agir sur du texte ou un élément qui intègre Text Mesh Pro, vous l'avez dans le nom, vous savez que vous devez importer le TMP Pro. Là, comme c'est un élément image, il n'y a pas de texte, j'utilise tout simplement le UI qui fait partie d'Unity, tout simplement. Et donc maintenant, vous allez voir que j'ai bien accès au type image.
Et dans ce composant image, je vais tout simplement dire que le sprite, il est égal à SP au démarrage. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, en faisant un get component image, j'accède ici, par exemple, à la propriété filament. Voilà, je peux le faire aussi. Donc c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va laisser compiler les choses. Et on va tout simplement, ici au niveau de SP, glisser ici notre sprite qui va être différent. Et donc si maintenant j'exécute, on peut observer qu'au démarrage, mon image a bien été remplacée. Alors pourquoi j'utilise ici un champ accessible dans l'inspecteur? Parce que contrairement ici au texte, c'est quelque chose, c'est un fichier, c'est un média. Donc vous allez voir par la suite que comme Unity est multiplateforme, on ne va pas forcément aller dire va chercher sur le disque dur telle image. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, et ça vous allez pouvoir le faire par la suite si besoin est, mais la plupart du temps vous allez faire comme j'ai fait ici, le charger dans l'inspecteur, c'est que vous pourrez utiliser ici un dossier spécial à la racine de l'asset qui va vous permettre en fait de charger l'image. Alors pourquoi Unity fonctionne comme ça? Tout simplement parce que en fonction de ce que vous allez développer, si ici je développe un jeu pour PC, c'est très bien. Je pourrais développer quelque chose qui va chercher, pourquoi pas, sur le disque dur en fonction de l'OS, parce qu'encore une fois, il faudra gérer si c'est pour Windows, si c'est pour Mac. Mais Unity a un dossier spécial qui va embarquer les médias et qui sera capable d'aller vous les chercher. Donc vous voyez que, mais la plupart du temps, vous allez les charger depuis ici l'inspecteur, c'est quand même beaucoup plus commun, courant et plus facile à faire. Donc voilà, vous avez appris ici tout ce qu'il y avait à savoir sur ce composant image. Encore une fois, c'est un composant qu'on va utiliser très souvent.